Bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir dans cette émission dédiée à la fatigue de au burn-out, à l'utilisation et forcément au burn-out. Donc, comme d'habitude, vous recevrez le replay à la fin. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, nous y répondrons au fil de l'eau et on prendra un temps à la fin pour répondre s'il y a beaucoup de questions. On vous invite à rester aussi jusqu'à la fin puisque notre partenaire ici présent vous proposera une offre exclusive. Donc, en tout cas, ce soir, pour animer ce webinaire, on est accompagné de Zone Vitale, donc Dorothée et Didier, que je laisserai se présenter juste après. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, on est là pour y répondre et on vous souhaite un bon webinaire. Hop, je vous laisse la parole, Didier et Dorothée. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne là. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Voilà, donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, donc nous allons présenter ce soir relativement de façon succincte, mais j'espère avec un certain nombre de réponses à vos questions, si vous en avez. Hein. Donc, comme l'a dit Jessica, dans ce type de webinaire, effectivement, parce qu'aujourd'hui on est confronté effectivement à choisir quel type de webinaire, est-ce que vous intervenez directement, pas directement, et puis là, effectivement, ça a été choisi en fait, comme quoi vous pourriez intervenir à la fin, mais par des questions que vous pourriez poser dans le chat. Voyez, on en fera un dans les prochaines semaines, prochains mois, où on aimerait que ce soit beaucoup plus interactif. Mais pour ce soir, effectivement, on va vous informer, comme souvent ça se fait dans les webinaires, d'un certain nombre d'informations. On essaiera d'être assez succinct, de ne pas être trop complexe, etc., parce que le corps humain en lui-même est complexe, pour arriver effectivement, en tout cas, à répondre à vos questions en fin de webinaire. Donc, on fera une quarantaine de minutes donc, au niveau de notre présentation. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat directement. Si ça vous concerne de façon personnelle, vous allez dans le privé. Donc, là, on n'en parlera pas, hein, forcément. Par contre, vous pourrez nous contacter, disons, après le webinaire, c'est-à-dire à partir de demain. Vous pouvez nous contacter, soit par téléphone, soit effectivement par mail. Hein. Voilà. Et puis, pour les autres, lorsque ça concerne, disons, une généralité, ou bien même si c'est votre cas, mais on le présente sous une généralité, à ce moment-là, on débattra, disons, à la fin de ce webinaire. Voilà. Donc, le thème, comme vous le savez, ce soir, c'est en collaboration avec notre partenaire et fabricant Holist. Hein. Ça fait 8 ans maintenant qu'on travaille ici en Suisse avec eux pour développer ce merveilleux concept que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est-à-dire la méthode Boulder-Jacquier. Donc, ce soir, on va se focaliser sur tout ce qui est fatigue psychique, physique, hein, chose qu'aujourd'hui, malheureusement, dans nos consultations, nous rencontrons tous les jours, burn-out, et bien entendu, un outil parmi tant d'autres, hein, mais pour parler effectivement d'un outil avec lequel nous travaillons au quotidien, effectivement, ce fameux Boulder-Jacquier. Donc, Dorothée Bourdier, ma collègue, donc docteur en pharmacie, hein, nutritionniste aussi, diplômée en micro-immunothérapie, en phyto aussi, en myco, donc micronutrition également, praticienne de santé intégrative. Voilà, et moi-même, donc nutritionniste aussi, avec un certain nombre de formations. Je suis personnellement chargé de cours de nutrition spécialement dans les écoles de naturopathie en Suisse et auprès de coachs sportifs. Voilà, donc Holist, comme vous le savez, hein, en tout cas pour ceux qui connaissent déjà la maison, hein, ceux qui sont déjà, disons, acquis à cette méthode, donc peut-être juste à titre de rappel, donc c'est une PME donc française créée en 1989 par monsieur René Jacquier et l'actuelle directrice Marie-Laure Delanef, hein, qui fait un travail merveilleux pour essayer de promouvoir une conviction hein, qui date, vous voyez, déjà depuis un certain nombre d'années, avec 3 sites de production, un certain, disons, développement, recherche et développement. C'est vrai que le Boulder-Jacquier a évolué hein, depuis effectivement l'année où il a été conçu, c'est-à-dire en 1947. Donc, ce n'est pas une méthode, disons, qui est récente, hein, au contraire, qui a déjà fait ses preuves, mais malheureusement pas assez connue encore.
Il y a plus de 100 000 utilisateurs du bol d'air Jacquier, aussi outre-mer, bien entendu, hein, parce qu'il y a aussi effectivement, disons, des gens qui, de l'autre côté de la planète, l'utilisent. 11 000 professionnels de santé qui ont aussi, en parallèle de leur traitement, disons, intégré justement cette approche d'oxygénation. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a plus de 600 centres d'oxygénation aussi, donc où les gens peuvent aller effectivement, ponctuellement, effectivement, faire exactement un bol d'air, en fait, hein, tout simplement. Et puis, ils ont reçu aussi des trophées au niveau des entreprises innovantes. Voilà, donc ils sont situés à Artais, hein, Saône-et-Loire. Saône-et-Loire, voilà. Ça, Bourgogne. C'est une Française qui parle, hein, Dorothée, donc elle connaît bien son pays. Donc Artais, Marcigny, effectivement, ils ont tout leur QG là-bas. Voilà. Donc c'est aussi un produit qu'il faut quand même aujourd'hui, par les temps qui courent, disons, mettre en évidence, parce que c'est un produit français, hein. Sans faire le cocorico, ça pourrait être un produit suisse aussi, mais au moins, en fait, on est vraiment, disons, entre guillemets, local, hein, par rapport à cette mondialisation, avec des produits qui nous viennent d'un peu partout, mais qui ne sont pas forcément garants de qualité. La première question, effectivement, qu'on aimerait soulever ce soir, parce que ce soir, c'est le but, c'est de nouveau peut-être soit de vous expliquer un tout petit peu les relations de cause à effet, soit de consolider ce que vous savez déjà pour ceux qui pratiquent. Donc, de nouveau, saviez-vous qu'une optimisation d'assignation de l'oxygène, parce que entre respirer et effectivement assimiler, vous allez voir, le chemin est long, malheureusement, hein. Donc là, effectivement, si on optimise cette assimilation, c'est l'objectif principal du bol d'air Jacquier, eh ben, on va effectivement soit aider à préserver, soit recouvrir un bon état de santé. Et bien entendu, à soutenir vos défenses naturelles. Alors, personnellement, je suis un adepte depuis 8 ans en qualité de diabétique insulinodépendant, donc de type 1, où je m'injecte de l'insuline tous les jours. Et effectivement, j'ai pu constater une amélioration effectivement de ma glycémie au quotidien, tout simplement parce que c'est la merveille de l'oxygénation. Donc, c'est l'oxygène qui permet de comburer le sucre que vous avez effectivement, disons, dans votre sang. Voilà. Mais ça ne suffit pas pour autant. Le sang est une chose, mais on verra que le départ se situe dans la cellule. Donc, peut-être rappeler quelques chiffres au niveau de l'oxygène, hein. Oui, des petits chiffres importants que tout un chacun n'a pas forcément en tête. Alors, combien de fois respirons-nous par jour et quelle quantité? Donc, lors d'une inspiration classique, c'est environ 0,5 litres d'air inhalé, ce qui fait en tout cas 16 fois par minute, 23 000 fois par 24 heures et 12 000 litres d'air en tout. Donc, c'est quand même assez énorme. Et par jour, donc, hein. Et par jour, oui. Ouais. C'est vrai que c'est tellement devenu banal, l'oxygène, en fait, respirer, qu'on ne s'imagine même plus les chiffres, en fait, qui sont derrière tout ça. Malheureusement, quand on a perdu, si ce n'est qu'un potentiel d'oxygénation, mais qu'on ne fait pas forcément la relation entre une pathologie, hein, un trouble, une dysfonction, et justement cette capacité d'oxygénation cellulaire, encore une fois de plus. Voilà, donc il y a 3 étapes, comme je vous le disais, hein. C'est pas parce qu'effectivement on arrive à la fixer qu'on va forcément l'amener, donc cette marchandise, hein, parce que c'est un matériau, effectivement, qui va passer par plusieurs étapes. Donc, d'abord pulmonaire, au niveau de sa fixation, le transport, bien entendu, ça c'est le système vasculaire, donc circulatoire, et vous avez bien entendu la dernière étape qui est l'assignation cellulaire. Et vous allez voir, bon, ce soir, ce n'est pas trop l'objet, hein, donc ce sera l'objet du prochain webinaire avec effectivement la corrélation avec l'importance de bien manger, hein, c'est important, et surtout d'avoir certains aliments plus que d'autres qui permettent, ils ont une meilleure assimilation cellulaire parce que tout simplement, on va cibler, favoriser la pénétration de l'oxygène une fois à ses portes, notamment de rentrer dans justement cette cellule qui contient effectivement des centrales énergétiques que nous appelons effectivement les mitochondries. Voilà. Donc là, vous avez les 3 étapes, hein, la ventilation pulmonaire, fixation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on rencontre dans nos consultations au quotidien, c'est un tout petit peu, un peu léger de dire que souvent on réapprend aux gens à respirer.
C'est-à-dire que, de nouveau, ce n'est pas bouche-nez, etc. Il faut carrément, effectivement, faire des techniques de respiration. Et malheureusement, le mode de vie dans lequel nous évoluons, le facteur temps, qui est toujours à la base de tout, fait que nous n'observons plus forcément cette respiration profonde. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la première étape. Donc, encore une fois, les alvéoles pulmonaires, l'hémoglobine, qui est cette protéine, notamment au niveau des globules rouges, qui va vous permettre, grâce au fer, donc de nouveau, il faut toujours remonter effectivement par des questions, on fait de la clinique. La clinique, c'est-à-dire c'est les symptômes. On va analyser si vous avez assez de fer, si vous avez un hémogramme, une hématologie faite par le médecin qui est dans les clous, comme on dit, dans les valeurs, encore une fois, statistiques, si vous n'êtes pas en déficit de quelque chose. Voilà. Le transport d'oxygène, donc là aussi, c'est le transport vers toutes les cellules par votre système cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Voilà. Et là, vous avez forcément le sang qui, au travers des artères, donc là, je vous ai mis le chiffre, disons, en sachant que ce sont les artères qui contiennent le plus d'oxygène qui vont effectivement vous livrer la marchandise, donc l'oxygène, jusqu'aux portes des cellules. Les veines, il y a un tout petit peu moins d'oxygène, puisque là, comme vous savez, il y a des échanges gazeux qui vont se faire, effectivement au niveau cellulaire, où en fait le CO2, ce fameux CO2 dont on parle beaucoup aujourd'hui en termes de réchauffement de la planète, mais vous allez voir qu'un manque de CO2 est tout aussi grave qu'un excès. La vie étant ce qu'elle est, effectivement, on appelle ça l'homéostasie, l'équilibre. Et vous serez surpris peut-être d'apprendre que si vous n'avez pas de CO2, vous n'allez pas déclencher dans l'organisme justement l'oxygénation cellulaire. Donc, vous voyez, il faut aller chercher des fois la solution dans son contraire, mais pour autant qu'on ne soit pas effectivement dans des excès, soit d'un côté, soit d'un autre. Et puis vous avez en fait les capillaires, ce sont les plus petits vaisseaux sanguins, il y a plus de 140 000 km en nous, vous voyez, c'est quand même 4 fois le tour de la Terre, quasiment, sur la circonférence, qui vont effectivement, 24 heures sur 24, depuis votre naissance jusqu'à votre mort, effectivement, produire des échanges gazeux, c'est-à-dire d'amener de l'oxygène et de reprendre en contrepartie, effectivement, du CO2. La distribution, c'est là où souvent les gens ont la peine à comprendre parce qu'effectivement, le transport d'oxygène, on peut le mesurer avec des oxymètres. C'est ces petits appareils qu'on met au bout du doigt et puis on va vous dire qu'il faut minimum 95% d'oxygène pour que ce soit effectivement une oxygénation, en tout cas au niveau de ce transport, suffisante dans le sang. Mais vous pourriez être à 98, à 99, ce n'est pas pour autant que vous êtes sûr de livrer de l'oxygène dans la cellule. Ça, c'est la dernière étape. C'est ça là, effectivement, dont on veut parler ce soir. Donc, tout simplement, une assimilation est très importante. Et c'est tout simplement, un peu comme l'équivalent d'une voiture ou d'un moteur, il faut un mélange air-essence, effectivement, pour ne pas, effectivement, encrasser les bougies. C'est-à-dire encrasser les bougies, pour nous, dans l'organisme, c'est tout simplement, effectivement, de créer, effectivement, un dysfonctionnement de ce carburateur, on pourra dire ça, c'est un carburateur. Donc, au cœur de chaque cellule, nous avons ce que nous appelons des mitochondries, qui va effectivement comburer, c'est-à-dire les deux carburants, comme on a dans une voiture, vous pourriez dire, voilà, le glucose, c'est l'essence, et l'oxygène, c'est l'air. Donc, il y a un rapport air-essence, on pourra dire, qui est optimal, sinon vous allez encrasser, effectivement, vos bougies, c'est-à-dire votre organisme. Et là, il y a quand même plus de 1500 mitochondries par cellule, que malheureusement, nous perdons année après année. Donc, c'est grâce aux mitochondries qu'on produit l'énergie, qui s'appelle l'ATP. Et donc, ces mitochondries sont vraiment à la source de beaucoup de dysfonctionnements. Même aujourd'hui, on sait qu'il y a 32 000 pathologies, disons, répertoriées, et elles ont tout un point commun. Vous ne serez pas étonné de savoir que c'est la mitochondrie qui est dysfonctionnelle. Donc, c'est-à-dire c'est le métabolisme de l'oxygène. Donc, on appelle ça de la dysfonction mitochondriale. C'est des mutations dans l'ADN mitochondrial. C'est la diminution de sa biogenèse, c'est-à-dire sa fabrication. Voilà, c'est-à-dire que parce qu'on est capable, s'il y a une bonne oxygénation, tout au long de sa vie, bien entendu avec une diminution au fil des années, de recréer des mitochondries. Ce sont des petits organismes, je dis, en fait, c'est comme des centrales énergétiques. Et puis, il y a une déstabilisation de la chaîne respiratoire. Donc, c'est à l'intérieur de chaque cellule que vous avez un principe de chaîne respiratoire qu'on ne va pas rentrer dans les détails ce soir. Il y en a 4 niveaux. Et si vous manque effectivement 2-3 éléments, ou si vous en produisez trop de certaines substances, malheureusement, vous ne produirez pas effectivement cette fameuse énergie cellulaire que nous appelons l'ATP,
adénosine triphosphate. Donc, nous, en consultation, le seul élément qui nous intéresse en tant que thérapeute, après, effectivement, chaque thérapeute a ses outils, eh ben, c'est de redonner de l'oxygène aux gens, c'est-à-dire aux cellules, disons, indépendamment de sa problématique, de son dysfonctionnement, puisque c'est le carburant qui fait qu'on est en vie ou pas. Donc, vous avez, ce que vous avez certainement déjà entendu parler, le stress oxydatif, voilà. C'est-à-dire oxydation. Voyez. Donc, diminution d'énergie, donc de l'ATP, diminution des défenses qui, nous appelons ça antiradicalaire, au travers, ben, vous connaissez tous les antioxydants, hein, mais vous allez voir que les antioxydants ont aussi ses limites, parce qu'on doit oxyder. Parce que si on n'oxyde pas, par exemple, vous mangez des protéines, des graisses, des sucres, eh ben, vous ne produisez pas d'ATP. On appelle ça le phénomène redox, oxydoréduction. Ça, c'est un équilibre permanent que nous devons justement maintenir tout au long de notre vie. Et pas uniquement de prendre des antioxydants au risque de ne plus oxyder les molécules telles que par exemple des virus, des bactéries, des agents pathogènes. Si vous ne les oxydez pas, ils sont toujours là et eux, ils vont vous provoquer les pathologies. Et cette pathologie-là, justement, en fait, dans l'organisme, c'est ce que nous appelons l'ennemi numéro 1 de la santé. Avant de parler de pathologie, c'est l'acidité. Voilà. Donc, qui va générer effectivement ces radicaux libres et surtout de l'hypoxie. Donc, l'hypoxie, si on la définit, c'est le manque d'oxygène. Voilà, c'est un déficit d'oxygène par rapport effectivement aux besoins cellulaires. Ce n'est pas que vous n'avez plus d'oxygène, c'est que vous êtes en dessous de ce que vous avez besoin, comme un moteur. Il n'a pas assez d'air pour brûler l'essence qu'il reçoit. Et ce mécanisme-là dans nos cellules, c'est exactement la même chose. Quand vous n'avez pas assez d'air pour brûler, c'est-à-dire donc les nutriments, donc les protéines, les sucres, les graisses, les vitamines, etc., eh ben, vous générez des radicaux libres. C'est-à-dire c'est ça qui va générer de l'acidité. Voilà. En fait, ce qu'on est en train de vous expliquer là, sans entrer dans les détails, je pense que c'est facilement compréhensible, c'est exactement ce que va essayer de résoudre le problème du bol d'air Jacquier. Voilà. Donc, on est vraiment au cœur de la vie. Voilà, peut-être quelques sources d'acidité aussi. Oui, il y en a beaucoup dans notre environnement actuel. Déjà, il faut savoir que tous les médicaments, la chimie, ça va être une grande source d'acidité. On va avoir évidemment le stress. Ça, on ne doit pas l'oublier. Le stress est un gros facteur de problématiques de santé et d'acidité, entre autres. Toutes les ondes également, donc les portables, les Wi-Fi, les antennes, etc. Les polluants, qu'ils soient atmosphériques ou alimentaires, donc les pesticides, les additifs qu'on va retrouver dans l'alimentation, qu'on va retrouver dans l'air aussi. L'excès de sport également peut générer trop de radicaux libres. Donc le sport c'est bien, mais en excès ça peut aussi être contre-productif. Tout ce qui est métaux lourds qu'on va retrouver dans beaucoup de choses, par exemple dans les vaccins, malheureusement, on retrouve des métaux lourds, mais aussi dans l'eau, par exemple, ou dans certains aliments, le tabac, bien entendu. Tout ça, ça va générer un excès donc, de radicaux libres, et cet excès de radicaux libres va malheureusement attaquer les graisses de toutes nos membranes cellulaires, mais aussi l'ADN, et aussi les protéines, les glucides, etc. Donc, c'est une chaîne, en fait, qui va générer, le cumul va générer, en fait, des problématiques cellulaires sur l'ADN, etc., etc. Donc, comme l'a dit Dorothée, en fait, et comme je le disais tout à l'heure, la vie n'est qu'une histoire d'équilibre. Et en fait, c'est le contraire de la nature humaine. C'est tout ou rien, malheureusement. On a appris effectivement à croire qu'il fallait, pour contrer quelque chose, aller complètement à l'opposé. Sachez que le corps, lui, quand vous faites ça, lui, il tente de vous ramener de l'autre côté. Voilà, c'est pas plus dur que ça, on appelle ça l'homéostasie. Donc, que vous soyez en hypoxie, c'est-à-dire en déficit d'oxygène par rapport à vos besoins, pour lutter contre différents problèmes dont l'acidité est à l'origine, eh ben, si vous en avez trop d'oxygène, ça s'appelle l'hyperoxie, eh ben, ce sera le même problème. Vous allez provoquer des radicaux libres. Et dans quel cas on peut faire de l'hyperoxie? Eh ben, c'est dans des traitements, justement, médicaux.
hein, mais qui sont, disons, légitimes dans des moments, disons, d'urgence, hein, ou alors récurrents lorsqu'il y a des maladies comme des BPCO, où il faut des appareils. Donc ces gens-là ne peuvent pas vivre sans oxygénation au quotidien, mais seulement c'est l'oxygène à 98%. Tandis que l'air que nous respirons, ben vous le savez, on n'est qu'à 21%. Le reste étant justement d'autres gaz, dont ce qu'on appelle l'azote, hein, qui va effectivement, à raison de 78% plus ou moins, effectivement avoir un rôle bien précis aussi au niveau de notre énergie cellulaire. Voilà, on peut peut-être citer tous les organes. Hein. Donc, tous les organes vont être concernés effectivement par un excès de stress oxydatif. Donc, le système nerveux, l'un des thèmes de ce soir, c'est aussi le burn-out. Donc, effectivement, le système nerveux, ça va aussi être tout ce qui est dépression, déprime, etc. Donc, ça va être touché effectivement. Les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, d'autres maladies neurodégénératives. Voilà. Le sommeil, tout simplement. Le sommeil, effectivement, peut être altéré aussi lorsqu'il y a un excès de stress oxydatif. Donc, la cause principale, c'est une acidité et un dysfonctionnement de cette fameuse mitochondrie, justement, dont l'ADN est muté. Et donc, les conséquences sont la mort des cellules neuronales. C'est ce qu'on retrouve dans l'Alzheimer, c'est ce qu'on retrouve dans la Parkinson, etc., qui est lié, comme vient de dire Dorothée, par un stress oxydatif, mais pas ponctuel, qui dure depuis des années. Et on arrive aujourd'hui même à anticiper, par exemple, une Parkinson par différents symptômes cliniques qu'on soulève pendant la consultation au terme d'un questionnaire qui est assez conséquent pour pouvoir effectivement, disons, avertir le patient qu'il peut avoir des risques si on n'arrive pas à corriger rapidement effectivement ce déficit d'oxygène que représente l'hypoxie. Hein. Voilà. Et puis après, effectivement, ça entraîne toute une foule, encore une fois, on ne va pas développer ce soir ici, ce n'est pas l'objectif, mais de ce qu'on appelle d'excitotoxicité. Vous avez par exemple les TDAH, hein, donc les troubles d'attention, des déficits aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Vous savez qu'il y a une hyperexcitabilité de ces cellules, d'où cette excitation. On va utiliser des médicaments tels que le Concerta, tels que la Ritaline, donc qui sont en fait des substances composées de méthylphénidate, qui elles vont en quelque part exciter, tellement elles vont exciter que les cellules en fait vont fermer le récepteur à la molécule, et à ce moment-là, eh ben, hop, vous avez une chute, d'où le fait que la personne se calme avec ces médicaments. Et puis vous avez surtout sur une substance qui s'appelle coenzyme Q10, que vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, l'ubiquinol, qui fait partie justement de la chaîne respiratoire où il y a 4 étapes dans la mitochondrie. Et puis vous avez bien entendu une neurotoxicité avec certaines substances qu'on retrouve dans les aliments, qu'on appelle effectivement le glutamate, donc qui est un exciteur effectivement de l'activité d'une mitochondrie, d'où l'hyperactivité. Mais cette hyperactivité, tôt ou tard, elle vous mènera à une chute effectivement de l'énergie, avec tremblement pour le Parkinson, les troubles de mémoire pour l'Alzheimer et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on a des traitements et le Boulder-Jacquier, lui, a pour but effectivement de rééquilibrer, de ramener de l'oxygène en quantité suffisante pour éviter toute cette chaîne de réaction. Donc le système nerveux est touché, le système immunitaire aussi. Hein. Donc là aussi, dans le système immunitaire, on a effectivement des substances que nous appelons les NK, les Natural Killers, entre autres, hein, qui sont chargées effectivement d'éliminer les cellules effectivement qui deviennent ingérables. C'est le cas dans un cancer, par exemple. Hein. Donc on appelle ça l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Donc le système immunitaire a besoin d'oxygène, et Dieu sait s'il en a besoin pour lutter contre les charges virales, bactériennes, parasitaires, parce qu'aujourd'hui on déparasite beaucoup les gens en consultation, parce que les parasites, effectivement, qui sont un tout petit peu délaissés, en tout cas comme responsables, mais c'est encore une fois une des causes fondamentales, notamment par exemple pour le cancer. Aujourd'hui, on sait que des professeurs comme Laurent Schwartz, hein, fameux cancérologue français, chercheur au CNRS, en fait, sont en train de constater que le cancer est une maladie dite métabolique. Et encore une fois, si les mitochondries, donc ces sites respiratoires ne fonctionnent plus, on génère effectivement de l'acidité
que depuis plus de 100 ans, on sait que effectivement les cancers en fait évoluent dans une acidité exacerbée. Le système circulatoire et pulmonaire aussi, hein, donc là aussi il sera touché aussi. Hein. Donc forcément il y a des troubles circulatoires, hein, il y a des troubles de respiration comme on va le voir. Dès qu'on fait un petit effort, ben, hop, ça ne marche plus parce qu'il n'y a plus assez d'oxygène par rapport à l'effort demandé. On a le système hormonal, donc là on peut aussi parler avec effectivement, notamment à la ménopause aussi, hein, pour les femmes. Oui, la ménopause, la thyroïde, Aussi, le cortisol, l'hormone du stress, bien sûr, hein, tout ça, ça fait partie du système hormonal. Donc tous ces systèmes vont être touchés justement par une mauvaise oxygénation, un excès d'acidité. Hein. Donc vous voyez, rien n'échappe en fait à l'oxygène. Hein. Encore une fois, c'est vraiment l'essence même de la vie. Et souvent, dans l'approche conventionnelle de la médecine, on ne tient pas assez compte de celle-ci. Parce qu'en fait, comme c'est presque un dû, en fait, on ne va pas forcément faire une corrélation entre la pathologie, qui, encore une fois, demande beaucoup de spécialité hein, selon les pathologies aujourd'hui, mais en fait, il y a un point commun, c'est l'oxygène, toutes ces spécialités en médecine aujourd'hui. Hein. Voilà, le système digestif, je pense que là, on peut en parler aussi un tout petit peu, hein, parce que c'est vraiment une des clés. On dit souvent que le deuxième cerveau, c'est l'intestin. Figurez-vous que pour nous, c'est presque le premier. Voilà. En tout cas, ils sont indissociables avec le cerveau. Donc là aussi, c'est une source d'acidité qui n'est pas forcément constatée ou considérée à juste titre par la médecine. Voyez, mis à part que vous aurez peut-être des troubles digestifs sous forme de ballonnement, de gaz, vous aurez peut-être des brûlures d'estomac avec des reflux gastro-œsophagiens, voyez, mais tout ça vient que vous ne brûlez pas justement dans vos cellules, effectivement, les nutriments, à commencer par les protéines dans l'estomac, les sucres au niveau effectivement de la bouche, parce que vous ne mastiquez pas assez, d'où l'importance, on ne répétera jamais assez que la digestion commence avec la mastication suffisante, hein, ce qui malheureusement aujourd'hui 8 personnes sur 10 et encore hein, n'observent plus. Et à partir de là, ben, effectivement, vous allez générer en fait des bactéries intestinales qui seront à l'origine de vos troubles digestifs, donc perturbation du microbiote. Et là aussi, ben, en sachant que tout ce qui est agent pathogène, ben, l'ennemi numéro 1, c'est l'oxygène pour eux, puisqu'elles vivent en anaérobie. Donc ça veut dire en dette d'oxygène. Elles se reproduisent dans l'acidité. Donc, d'un côté, vous avez l'oxygène qui est déficitaire, forcément, vous allez augmenter l'acidité. Et à partir de là, vous avez le maillon suivant qui va s'enchaîner avec des charges virales, avec des bactéries, avec des parasites, etc., qui vont proliférer. Rappelons que 80% du système immunitaire se situe sous la muqueuse intestinale aussi. Hein. Donc forcément, tout est lié aussi aux troubles digestifs. Le système immunitaire est étroitement lié aussi au système digestif. Voilà, donc c'est indissociable. Hein, et d'ailleurs, la société holiste porte très bien son nom, hein, que nous utilisons au quotidien dans notre clinique de santé et de nutrition intégrative. C'est une approche globale. On ne peut pas disséquer, comme on l'a fait avec la médecine en termes de compartiment, en fait, comme on le fait dans la médecine, de dire tout est associé. Hein, seulement, ce sont des chaînes que parfois il est nécessaire de considérer pour remonter à la cause des causes, c'est-à-dire qui ne peut être que en fait au niveau de la cellule. Et la cellule, son premier besoin, c'est effectivement l'oxygène. Voilà, le système rénal aussi, hein, puisque les entrées c'est une chose, mais les sorties c'est une autre aussi. Hein. Oui, c'est sûr. Donc là, on a aussi on a la goutte par exemple, hein, pour faire directement un lien de cause à effet. Mais de nouveau, ce n'est pas le problème de manger de l'acide urique. On vous a tous dit, vous savez tous, qu'il faut éviter effectivement le vin blanc, pour ceux qui sont amateurs du vin blanc, parce qu'il est riche en acide urique, les protéines. Les produits laitiers, le gibier. Voilà, les fruits de mer aussi. Et, bon, pour finir, on ne sait plus à quel sens jouer. Quoi. Notre approche, elle est plus d'ordre diététique. Parce que là aussi, j'insiste pour quand même corriger un peu le tir, dans le sens que la diététique, c'est juste une pièce du puzzle. La nutrition, elle intègre la diététique, mais pas seulement. C'est juste une pièce du puzzle. C'est-à-dire que la nutrition concerne effectivement plus, je dirais même plus que la diététique, même qu'elle ne l'occulte pas, au contraire, mais elle tient compte de l'ensemble du fonctionnement de l'organisme, c'est-à-dire que ce soit le système nerveux, immunitaire, circulatoire,
hormonal, digestif, rénal, etc., on est obligé de s'occuper plus du patient qui, lui, n'a plus les outils ou les fonctions organiques pour effectivement éliminer l'éventuel excès d'une substance qu'on pourrait dire qu'au travers des aliments, il faut carrément en bannir. Non. Il y a des gens qui mangent 3 fois plus d'acide urique que d'autres et ils n'ont pas pour autant de la goutte. La différence, elle est où? Elle n'est pas dans l'aliment, elle est justement dans la personne. Donc, et ça concerne de nouveau l'oxygène. S'il n'y a pas assez d'oxygène, les reins n'éliminent plus l'acide urique. Tandis qu'aujourd'hui, on a fait un choix il y a quelques années déjà, des décennies, où on traite le symptôme et on ne traite pas la cause des causes. D'où la nécessité de collaborer entre la médecine conventionnelle, que vous connaissez tous, au travers des médocs, etc., mais, comme l'a dit Dorothée, qui sont acidifiants. Et effectivement, une vision qui est beaucoup plus holistique pour essayer de remonter à la cause des causes. Et là, vous l'avez devant vous. C'est encore une fois l'oxygène. Donc, ce sont des reins qui sont sous-oxygénés. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont plus capables d'éliminer l'excès d'acide urique qu'on va vous dire il ne faut plus manger ci, plus manger ça, avec toutes les contraintes que ça génère. Donc, on doit travailler sur les 2 axes, entrée et sortie. Voilà, peut-être citer quelques conséquences du stress oxydatif et de l'hypoxie. On en a déjà un petit peu parlé, mais ça va être effectivement de la fatigue, un métabolisme qui fonctionne pas bien, avec éventuellement une prise de poids, une perte de masse musculaire, des inflammations, des problèmes, on l'a vu, au niveau du système nerveux, des pressions, des problèmes immunitaires. Donc le Covid long est une conséquence justement de l'hypoxie. Évidemment les cancers, tout ce qui est maladie cardiovasculaire, dont le diabète aussi, les problèmes de sommeil, les problèmes de bronchopneumopathie chronique obstructive, d'allergie, d'asthme, enfin tous les problèmes respiratoires, l'emphysème et autres, avec une baisse du système immunitaire et une baisse aussi de tout ce qui est capacité physique et mentale, baisse de concentration, etc. Donc oui, c'est multiple. En fait, autant dire que ça touche tout. Ça touche tous les systèmes, en fait. Voilà. Donc on revient encore une fois, attribuant à César ce qui appartient à César, c'est encore une fois l'oxygénation, sur laquelle on va axer spécialement avec la pratique régulière du bol d'air vaquier, en complément, soit de thérapie conventionnelle, qu'elles soient allopathiques ou phytothérapiques, ou autres moyens, techniques de respiration, etc. Ça va booster justement cet apport d'oxygène. Voilà, on vous avait dit dans l'annonce, donc on aborderait très, très brièvement je dirais les éléments actuels aujourd'hui dans le Covid long. On a beaucoup de patients en Covid long aujourd'hui, des burn-out, indépendamment du Covid long, mais souvent les deux sont associés, malheureusement. Ils n'en font plus qu'un à un moment donné. Et donc, ils sont les deux, en fait, des conséquences d'une hypoxie. C'est-à-dire d'un déficit d'oxygène dans la cellule, mais pas forcément dans le sang. Donc, distinguez bien le sang, quand vous allez effectivement mesurer votre quantité d'oxygène dans le sang. Si vous êtes en dessous de 95%, vous êtes ce qu'on appelle en hypoxémie. Tandis que l'hypoxie, c'est l'étape suivante. Voilà, donc là, voilà, en consultation, quels sont les symptômes cliniques que nous retrouvons aussi bien chez un Covid long que ceux qui sont en pré-burnout, en burn-out ou en fatigue chronique, tout simplement. Oui, donc on va retrouver systématiquement dans ces problématiques un épuisement important, avec une incapacité souvent à faire du sport d'ailleurs, puisque l'épuisement est vraiment chronique. Un niveau de stress très très élevé, une perception du stress très très élevée, qui peut être, analysé en fait ce niveau de stress en fonction de la diminution ou pas de la fatigue. Donc, par exemple, si la fatigue est diminuée au repos, on va dire que c'est une phase 1, une phase de résistance. Si la fatigue est aggravée au repos, on parle plutôt d'une phase de burn-in. Donc là, c'est une hormone, le cortisol, qui commence à monter. Et puis, lorsque la fatigue devient chronique et totalement insurmontable, on parle de pré ou de burn-out, où là, il y a une chute hormonale de 3 hormones, donc le cortisol, la testostérone et la DHEA. Et donc, on va retrouver ces fatigues insurmontables
évidemment dans le burn-out, mais aussi dans le Covid long, il y a vraiment un épuisement hormonal, épuisement des surrénales en fait. Puisque le cortisol est une hormone anti-inflammatoire, mais à force d'en produire, eh ben, comme toute chose, ces glandes-là qui coiffent les reins, eh ben, elles sont dépourvues effectivement de la capacité de produire cette hormone anti-inflammatoire avec plein d'inflammations, bien entendu. Et la testostérone, on la retrouve, c'est une hormone mâle, mais qu'on retrouve aussi chez les femmes, mais bien entendu en moindre quantité. Et vous avez la DHEA, qui est cette fameuse hormone entre guillemets de jouvence, qui est effectivement la mère de toutes les hormones sexuelles. En tout cas, une grande partie, pas toutes, mais une grande partie. Voilà. Donc effectivement, des difficultés à respirer. Les gens disent qu'ils sont très très vite essoufflés, qu'ils ont des palpitations. Alors peut-être juste un mot, pourquoi une tachycardie lorsqu'on est essoufflé? Parce que le corps essaye de retrouver l'équilibre en fait. Exact. Voilà. Donc il va augmenter la fréquence cardiaque pour essayer de contrer finalement cette problématique d'oxygénation aussi. Donc le corps essaye toujours de retrouver l'équilibre d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire qu'il va essayer de dire au cœur, vas-y, travaille plus, il faut que tu m'envoies de l'oxygène aux cellules. Vous voyez, c'est la même chose pour l'hypertension artérielle. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une hypertension artérielle? On va d'abord s'occuper de faire redescendre le chiffre. Ça, c'est les traitements conventionnels que vous connaissez avec des sartans, etc. Donc des médicaments qui ont pour but effectivement de travailler sur le fait de ramener le chiffre. Mais qui dit ramener un chiffre dit aussi empêcher que le corps amène plus d'oxygène. Vous voyez? Donc c'est un peu contraire à ce que le corps essayerait de faire. Après, c'est clair que quand c'est chronique, là, il faut effectivement travailler sur des axes, en tout cas dans un premier temps, qui peuvent, dans un premier temps, avec des antihypertensions, nous aider. Mais c'est tout simplement la preuve que quand il y a une hypertension, vous êtes de nouveau dans le même problème. Vous êtes dans tout simplement une hypoxie, c'est-à-dire un déficit d'oxygène que les cellules n'arrivent plus à combler. On le retrouve d'ailleurs dans tous ceux qui ont le syndrome de l'apnée du sommeil, voyez, qui va tôt ou tard générer un problème de diabète et ainsi de suite. Voyez. Donc tout ça, on revient sur l'oxygène. Voilà. Oui, le fameux brouillard mental. Les gens, notamment en Covid long, mais aussi en burn-out, vont exprimer des difficultés en fait de concentration, qui leur demandent de mémoire, qui leur demandent beaucoup d'efforts en fait pour se concentrer, pour des choses toutes bêtes du quotidien, pour se rappeler des choses, ce qu'on appelle le brain fog ou brouillard cérébral. Donc, on va retrouver effectivement dans le burn-out et le Covid long. Donc, ça, c'est aussi un symptôme assez marqué, en fait, chez les patients qui sont vraiment dans le Covid long, ou même dans le burn-out. Et bien sûr, les troubles du sommeil également, que ce soit l'endormissement, les réveils nocturnes, ou en tout cas un sommeil non réparateur. Alors, peut-être pour nos participants ce soir, peut-être juste pour dire un tout petit peu comment savoir effectivement l'endormissement. C'est toujours une question d'évaluation, que forcément les patients ne savent pas, ils le savent quand ils viennent en consultation avec nous, et on leur dit, voilà, l'endormissement, logiquement, il devrait se faire dans les 10 minutes. Du moment où vous posez la tête sur votre oreiller. Moins de 20 minutes, c'est acceptable. Voilà. Et donc là, on dit que c'est un endormissement rapide. Entre 10 et 20 et 30 minutes, on dit que c'est moyen, en sachant que c'est aléatoire, ça dépend aussi de la journée qu'on a lue, etc. Et puis, vraiment, les problèmes d'endormissement qui sont liés de nouveau à des pathologies bien précises au niveau du système nerveux qu'on est capable de détecter par des symptômes cliniques, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire des analyses complexes de sang ou des scanners ou quoi que ce soit. Donc, on a effectivement la clinique qui est tout simplement les plaintes du patient. C'est comme ça que nous travaillons sur ce que nous appelons la médecine ou la santé intégrative, donc fonctionnelle, on appelle ça fonctionnel aujourd'hui. Et bien, effectivement, là, on s'aperçoit qu'au-delà de 30 minutes, là, il y a des problèmes, effectivement, au niveau de l'équilibre neurochimique, au niveau du système nerveux, dont l'origine est toujours la même. C'est toujours un manque d'oxygène. Voilà. Les réveils nocturnes aussi, aussi c'est lié au stress. Donc, il y a des gens qui se réveillent à 2-3 heures du matin, systématiquement, et c'est parce qu'effectivement, là, il y a du stress en arrière-fond, si vous voulez, qui continue du fait de stimuler un système hormonal qui ne devrait pas, disons, se manifester pendant ces moments. Et là, c'est ce fameux, justement, cortisol, cette hormone anti-inflammatoire qui fait le brain fog, qui est à l'origine du brouillard. Ça vous donne plus la capacité d'être objectif, d'être rationnel dans ce que vous faites. Et bien entendu, la question aussi qu'on pose, c'est malgré le fait qu'ils aient dormi 8 heures, 5 heures ou 10 heures, il
Il y a des gens qui dorment 10 heures de temps, ils se réveillent en disant « j'ai un sommeil qui n'est pas reposant ». Et tout ça, ça va introduire effectivement de nouveau la notion hormonale, à commencer par la mélatonine, entre autres, et puis d'autres substances que nous analysons aussi. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, le Covid long, le burn-out, eh ben, ils sont tous en même temps, à des degrés différents, certes. Voilà, là, juste pour vous faire disons, ça c'est dans le PUBMA, qui est l'organe suprême où toute est publication au monde scientifique, dans tous les secteurs confondus d'un point de vue médical, en fait, les études sont portées là. Et là, vous avez une étude, déjà, vous voyez la date, au mois de juin 2021, hein, elle est sortie assez vite après le Covid, hein, voilà, où ils avaient constaté effectivement qu'il y avait une réactivation virale d'un virus qui s'appelle le virus Epstein-Barr, qui est celui de la mononucléose, qui a donné une prévalence dans le Covid. Et là, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, tous les virus, toutes les bactéries, tous les parasites, eux, évoluent dans l'acidité. Et nous demandons effectivement aux médecins de mesurer des anticorps spécifiques pour voir chez ces gens-là qui ont ce problème de Covid long ou bien des fatigues chroniques, de voir s'il n'y a pas effectivement des anticorps qui sont au plafond. Et 9 fois sur 10, c'est le cas. D'où cette étude qui est sortie à un moment donné. Donc la solution, vous la connaissez, hein, en tout cas pour une partie d'entre vous. Voilà, alors donc peut-être présenter la méthode Bolder-Jacquier a été donc inventée en 1947 par René Jacquier, qui était chimiste et biologique et qui a fait des recherches sur la santé des organismes vivants en fait. Donc le mot biotique, hein, antibiotique, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire on va effectivement travailler contre les bactéries qui sont des êtres vivants aussi, hein, et puis les probiotiques ou les prébiotiques, eux, c'est l'inverse. Juste pour faire une petite distinction à ce niveau-là. Donc il est parti du principe que dans la nature, il y avait sûrement des molécules qui allaient pouvoir avoir cet effet d'augmentation de l'oxygénation cellulaire. Et il a trouvé effectivement des molécules aromatiques qui s'appellent les alpha-bétapinènes qu'on va retrouver dans certains pains. Notamment le pain des Landes. Le pain des Landes. Qui est le seul d'ailleurs autorisé dans le Pinus pinaster. Voilà, Pinus pinaster, parce que les autres contiennent des allergènes. Voilà. Vous prenez par exemple le pain sylvestre, lui il contiendra effectivement des delta-3-carènes qui sont ces substances allergisantes. D'où la nécessité absolument de travailler avec ce type de pain. Voilà, donc là aussi, c'est l'orésine. Hein. Là aussi, il y a aussi une éco-responsabilité, hein, de la part de la société Holist, hein, dans la récolte de l'orésine, hein, qui est tout simplement de l'essence de térébenthine de pain. Donc là, on travaille, comme vous le voyez sur la photo, on n'utilise surtout pas de sulfite, hein, d'acide sulfurique. On n'utilise pas d'acide sulfurique pour récolter cette résine de pin. C'est une méthode qui n'est pas traumatisante pour les arbres. Et donc, cette résine de térébenthine de pin va être utilisée comme transporteur finalement d'oxygène dans l'appareil Bolder-Jacquier. En sachant encore une fois que le Bolder-Jacquier n'est pas un diffuseur d'huile essentielle, c'est un transformateur d'huile essentielle pour créer justement ces alpha-pinènes qui, au travers de cet appareil-là, vont être créés comme en fait dans la nature lorsque les pins dégagent leurs molécules, donc ces mêmes molécules, mais sous l'effet de la photosynthèse au soleil. C'est exactement le même principe. Voilà. Donc le but, effectivement, c'est de travailler sur un taux idéal, si possible, d'oxygénation cellulaire. Donc on utilise un transporteur d'oxygène et non de l'oxygène pur, ça c'est important. Parce que de l'oxygène pur, ça crée un stress oxydatif, tandis que la méthode Bolder-Jacquier, en fait, ne génère pas de stress oxydatif. Ça a été prouvé, hein, dans des études qui ont été menées auparavant. Et puis donc, c'est cette orésine, cette huile essentielle de térébenthine qui va être utilisée et qui va effectivement être transformée dans l'appareil Bolder-Jacquier par une méthode qui s'appelle la peroxydation, qui va donner à cette huile essentielle des propriétés en fait nouvelles de transporteur d'oxygène. Voilà, donc il y a un module, une pièce bien précise que nous changeons d'ailleurs toutes les 50 heures, hein, oui, qui est chargée de transformer l'essence de térébenthine de pin justement en ces transporteurs.
Alors, à l'état naturel, l'eau résine qui n'est pas utilisée dans l'appareil Bolder-Jacquier a déjà des propriétés intéressantes sur le plan donc, antiparasitaire, désinfectante, anti-infectieuse, vermifuge, bactéricide, des propriétés antioxydantes, sur l'immunité, sur l'inflammation, le stress. Donc, c'est déjà un produit qu'on pourrait utiliser autrement que dans le Bolder-Jacquier qui a déjà des effets intéressants au départ. Donc ça, c'est la qualité de l'alpha-pinène qui est produit par l'appareil, en fait. Voilà, donc tout simplement, on a l'explication là, de gauche à droite. Donc, sans rentrer dans les détails, mais voilà, il y a une transformation qui s'opère dans l'appareil, une peroxydation qui va créer effectivement des molécules qui vont permettre de mieux transporter l'oxygène au sein des alvéoles pulmonaires. Alors, non seulement il augmente le transport de l'oxygène, comme on a vu que c'était très important, mais il augmente l'assimilation, c'est-à-dire cette fameuse dernière étape qui, encore une fois, n'est pas garantie parce que vous respirez correctement ou bien parce que vous transportez correctement. Et là, effectivement, cet appareil-là va permettre d'accomplir cette prouesse-là, tout simplement en libérant des milliards de transporteurs, effectivement, à chaque séance de 1 à 3 minutes. On va le voir. Alors, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas des séances très très longues, donc on se met devant l'appareil, quelques minutes suffisent. Donc, 1 à 3 minutes déjà de séance, c'est déjà très intéressant. On peut sentir des bienfaits très rapidement, déjà de la détente, un mieux-être, une diminution du stress, une meilleure vivacité d'esprit, une meilleure concentration, une meilleure mémoire. Ça, c'est sur du court terme. Donc voilà. Peut-être, sans rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une réaction aussi rapide que ça, notamment au niveau de ces éléments-là? Il y a une augmentation du transport et de l'assimilation de l'oxygène dans les cellules. Donc, tout de suite, il y a une réaction assez rapide qui se met en place. Et notamment qui va contrer l'hormone dont on a parlé tout à l'heure, le cortisol. Le cortisol. Voilà. C'est ça l'explication, disons, vraiment de base, sans rentrer dans les détails, qui fait qu'on a effectivement très rapidement une chute du cortisol, parce qu'effectivement, vous amenez de l'oxygène qui est contraire à cette hormone-là. Voilà, tout simplement. Alors après, ça dépend des besoins. Donc, plus vous êtes dans le besoin, plus vous sentirez les bienfaits. Une personne qui n'a pas de problème d'oxygénation, elle, c'est pas sur une séance qu'elle va sortir et puis qu'elle va se dire « Oh, c'est génial, c'est nirvana, etc. » Donc, l'effet du Bolder-Jacquier va durer 4 à 5 heures. Donc, c'est clair que si on veut vraiment avoir des effets profonds sur un organisme en déséquilibre, c'est intéressant de faire tous les jours le Bolder-Jacquier, plusieurs fois par jour, en tout cas 2 à 3 fois par jour, pour vraiment voir un effet intéressant sur les états chroniques d'inflammation, de récupération, de meilleure énergie, etc., etc. Donc là, il faut savoir que la société Holist a développé 2 types d'appareils, un qui est beaucoup plus puissant que l'autre, etc. Donc là, ça s'appelle le tonique, où il faut 3 fois plus de temps que sur effectivement l'Aéro 2, qui lui dispose d'une autre technologie pour augmenter effectivement la rapidité des résultats. Mais somme toute, les 2 appareils offrent les mêmes résultats, mais il faudra un tout petit peu plus de temps avec un appareil qu'avec un autre. Et puis après, il y a d'autres petites différences entre les différents types d'appareils. Alors voilà, on peut remarquer déjà très rapidement les effets quand on fait une séance de Bolder. C'est que si on a donc ce fameux petit appareil au bout du doigt là, qui s'appelle un saturomètre ou un pulsoxymètre, avec une saturation en oxygène qui est un petit peu basse, en dessous des 95% par exemple, on va voir tout de suite que lors de la séance, on va avoir une augmentation de cette saturation en oxygène. Donc ça, c'est l'effet qu'on peut observer très rapidement. Oui, vous pouvez prendre l'appareil et puis regarder entre ce que vous avez comme chiffre au départ et 2 ou 3 minutes plus tard, vous allez voir que vous êtes monté de 2 à 3%, mais on est toujours d'accord que c'est que dans le sang pour l'instant. Mais ça commence par là, encore une fois, c'est le transport. Et vous voyez, sur cette séance-là, donc de 9 minutes, quand on arrête la séance, ça c'est de l'air plus de l'oxygène, c'est-à-dire quand on travaille en oxygénothérapie avec 98% d'oxygène souvent, mais ça c'est souvent dans la médecine aussi, dans l'urgence, on s'aperçoit que quand on enlève, ça chute très rapidement. Donc PO2 signifie la pression partielle d'oxygène, la quantité d'oxygène dans le sang. Tandis que quand on est avec le Bolder-Jacquier, vous voyez, dès qu'on arrête après 9 minutes, qu'est-ce qui se passe? Il y a une continuité, voire même un pic qui va s'effectuer dans les minutes qui suivent pour de nouveau redescendre et se stabiliser en moyenne, comme l'a dit Dorothée, à peu près
4 à 5 heures de temps. D'où la nécessité de refaire plus facilement des séances plus courtes que des séances trop longues, à raison d'une fois par jour. Donc les précautions d'emploi, rapidement, ça va être certains types d'épilepsie qui est quand même assez rare. On appelle ça des épilepsies terpènes dépendantes. Donc les convulsions aussi, les antécédents de convulsions. Évidemment, s'il y a une allergie à l'huile essentielle de térébenthine, en cas de greffe d'organes, parce que ça n'a pas été étudié tout simplement, comme toute huile essentielle, on va déconseiller l'utilisation du bol d'air jacquier aux femmes enceintes et allaitantes, aux enfants de moins de 3 ans. Et également faire attention, s'il y a un problème rénal, de diminuer tout simplement les durées des traitements. Voilà, donc là aussi, les conseils pour bien pratiquer, il y en a 5. Qualité de l'orésine, parce qu'elle s'oxyde. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous a dit, ou ceux qui utilisent déjà, qu'il faut, donc comme c'est une huile qui s'oxyde à la lumière, avec l'air, etc., avec le temps, tout simplement. Donc, il faut toutes les 3 semaines, plus ou moins, changer d'orésine. Mais cette orésine-là, elle a une capacité d'être réutilisée pour d'autres. Oui, on peut la réutiliser, on peut la recycler, tout à fait. On peut l'utiliser pour d'autres manières. C'est ça qui est intéressant, il n'y a pas de perte. Mais en tout cas, dans l'appareil bol d'air jacquier, il faut vraiment utiliser une orésine qui ne soit pas oxydée, bien évidemment. Donc, c'est important de la changer régulièrement, mais avec l'appareil professionnel, de toute façon, il nous dit exactement quand est-ce que nous devons changer le composé. Donc, ça, c'est très pratique. En moyenne, c'est plus ou moins toutes les 3 à 4 semaines, grosso modo. Il y a une régularité aussi dans le traitement. Il y a une individualisation aussi qu'on va donner, effectivement, que la maison, encore une fois, liste va recommander, au même titre que nous aussi, on va leur donner une assistance de départ sur le premier mois, en fonction des résultats. Il y a forcément la dose, la fréquence et la progressivité. Voilà. Voilà, donc ce qu'on vient de vous dire, il faut renouveler le liquide toutes les 3 à 4 semaines. Voilà. Donc de nouveau, ça peut être fait en cure. En cure ou toute l'année, en fait, ça dépend des besoins. Ça peut se faire aussi en prévention ou en traitement. Voilà. Attention aussi aux gens qui ont des problèmes, par exemple les asthmatiques, c'est pas du tout contre-indiqué. Il va falloir être très prudent au départ, faire des séances peut-être courtes, pas trop près justement de l'appareil, parce que c'est une méthode qui va au départ détoxifier aussi le corps, donc il peut y avoir des réactions, notamment chez ce type de personnes. Donc il va falloir augmenter très très progressivement justement la fréquence et la durée des séances en fonction de la tolérance de chaque personne. Mais il n'y a pas de contre-indication du tout. Il faut juste être un petit peu plus prudent. Évidemment, les personnes plus âgées, les personnes affaiblies, les enfants, donc à partir de 3 ans. Et puis voilà, toujours écouter son ressenti, effectivement. Donc, écouter son corps, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est encore une fois en fonction des besoins. Donc, vous ne pouvez pas faire passer d'une personne qui est déjà dans une problématique d'hypoxie à tout d'un coup en hyperoxie. Donc, sinon, vous allez avoir effectivement des effets secondaires. Et alors que c'est effectivement le traitement anti-inflammatoire, par exemple pour les asthmatiques, dont l'origine, effectivement, est un trouble au niveau de la mitochondrie. Mais de leur donner trop vite de l'oxygène par rapport à ce que les cellules sont habituées, c'est exactement la raison pour laquelle vous devez être progressif et individuel au niveau du temps, de la distance à laquelle vous devez vous tenir de la corolle de respiration. Voilà, donc les durées, en fait, il y a 2 appareils, comme l'a dit Didier. Il y a un appareil professionnel, donc ce sont des séances plus courtes, on va dire entre 3 et 9 minutes par jour, et un appareil, on va dire, d'entrée de gamme qui s'appelle le tonique, avec des séances 3 fois plus longues, donc 9 à 27 minutes par jour. On peut aller au-delà, bien évidemment. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'il vaut mieux faire plus de séances plus courte qu'une grosse séance plus longue, étant donné que le bol d'air jacquier va agir pendant 4 à 5 heures. Donc ça, c'est très important. Il vaut mieux faire 3 séances d'1 minute qu'une séance de 3 minutes, par exemple. Parce qu'au-delà d'un certain nombre, on n'avait plus aucun bénéfice, en fait, par rapport à ça. Voilà. Donc effectivement, on peut l'utiliser en prévention, on peut l'utiliser en accompagnement des traitements classiques. En pré ou en post-opératoire, on a remarqué qu'il y a une capacité de préparer l'organisme aussi. Oui, et puis ça aide aussi à la cicatrisation, une meilleure oxygénation. Bon, c'est bien connu, la respiration dans les problèmes de stress, burn-out, surmenage.
Donc, on va profiter du bol d'air jacquier pour déjà respirer, en plus d'inhaler ces molécules intéressantes. Tout ce qui est donc lié au stress, que ce soit les chocs émotionnels et autres. Et puis, on va pouvoir s'en servir aussi pour lutter contre les perturbateurs, la pollution, etc. On peut l'utiliser aussi en cure, par exemple, chez les personnes allergiques ou lors de fatigue ou en convalescence, par exemple. On peut aussi proposer cet appareil avant les examens, puisque ça va améliorer tout ce qui est concentration, justement, en améliorant l'oxygénation cérébrale. Voilà, travailler sur le système immunitaire, donc que ce soit en prévention des infections hivernales ou pendant une infection virale ou bactérienne, donc en accompagnement d'autres traitements, allopathiques ou autres, et puis également en accompagnement des cancers en parallèle des médicaments conventionnels, tout simplement. Donc là, on a vu aussi, en fait, là, il y a des études, bon, on ne va pas rentrer ce soir dans ces détails-là, mais là, il y a des études qui démontrent effectivement l'intérêt, effectivement, lors de traitements de chimio, où effectivement, on en fait avant et après pour diminuer l'impact, effectivement, de la chimio, qui en quelque sorte est... Et augmenter l'efficacité des traitements chimiothérapeutiques aussi. Est acidifiant, en fait. Voilà, donc là, c'est juste la progressivité, il faut aller progressivement, il ne faut pas commencer... Alors, c'est vrai que sur l'appareil, l'entrée de gamme, vous n'avez pas de possibilité de régler la puissance de feu, tandis que sur le deuxième, l'Aéro 2, là, vous avez 4 niveaux de puissance de feu. Donc, c'est la différence entre l'Aéro 2 et le tonique, entre autres, une parmi les autres. Voilà. Voilà, là, c'est juste pour vous dire, voilà, il y a déjà un certain nombre, donc la liste est loin d'être exhaustive, mais pour dire qu'il y a déjà des centres qui font de la médecine intégrative, sur l'hôpital Necker à Paris, etc., ou d'autres cliniques, etc., en Suisse aussi, bien entendu, des entreprises aussi qui, encore une fois, ont mis à disposition dans leurs locaux, effectivement, la capacité de pouvoir dire à leurs employés, allez faire 1 ou 2 fois par jour, 2 minutes, 3 minutes, notamment d'oxygénation pour pouvoir effectivement être plus performant, puisque la performance passe par, encore une fois, le taux d'oxygénation qui diminue avec la journée, comme vous le savez. Voilà, on est arrivé au bout, on a essayé de rester plus ou moins dans l'heure qui nous était impartie. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, ce qu'on espère, c'est toujours intéressant d'être interactif. Comme je disais aujourd'hui, malheureusement, le webinaire n'était pas prévu pour agir en live. Alors, on est obligé de travailler alors, je vais juste venir là. Alors, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous pouvez juste écrire, si jamais. On va attendre 2-3 minutes. C'est vrai que c'est toujours la première qui est compliquée. Donc, dans le privé, on ne viendra pas dessus, puisque c'est dans le privé. Là, vous pouvez effectivement nous contacter, en fait. Donc là, on reste sur le public, en fait. Est-ce qu'il y a une question par rapport peut-être à un besoin de savoir peut-être un peu plus, une pathologie qui vous concerne ou qui concerne quelqu'un d'autre, en fait? Et tu as oublié de dire que nous faisions une offre actuellement sur le Oui, alors, appareil. donc à la fin de ce webinaire-là, une fois que le chat sera plus ou moins terminé, effectivement, pour la Suisse, puisque nous, c'est notre territoire, entre guillemets, c'est là où on peut faire effectivement, on va faire une offre jusqu'à la fin juillet sur les appareils bol d'air jacquier. Donc là, vous pouvez directement venir sur notre site www.clinique, donc QE-zonevital.com, et là, dès demain, vous aurez effectivement l'offre qui apparaîtra. Puis si vous voulez plus de conseils, à ce moment-là, vous allez de toute façon sur le site aussi trouver effectivement les modalités de paiement, les conditions, etc. Et là, on fera jusqu'à la fin du mois 10% sur les appareils, en fait. Je peux répondre à Gabriel qui demande comment utiliser l'Orésine. Après les 3 semaines, on va dire, d'utilisation dans le bol d'air jacquier, l'Orésine peut être utilisée de plein de manières différentes. Alors effectivement, on pourrait l'utiliser comme huile de massage, mais on va la diluer dans une huile végétale. On peut l'utiliser aussi comme solvant, par exemple pour les pinceaux, etc. On peut l'utiliser comme pour repousser les insectes également.
Donc, on met quelques gouttes d'orésine sur le bord des fenêtres. C'est un herbicide naturel également. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, puis en massage, il y a une action aussi, anti-inflammatoire en massage, mais on ne va pas l'utiliser pur, parce que c'est quand même issu d'une résine, donc ce serait un petit peu collant, donc on va la mélanger toujours dans une huile de massage. Mais c'est vrai qu'il y a des effets anti-inflammatoires très intéressants. Et bien sûr, étant donné que c'est de la térébenthine, on peut aussi l'utiliser dans l'entretien du bois, évidemment. Voilà, je vais peut-être rapidement, parce que, encore une fois, pour voir un tout petit peu justement le document que nous donnons à nos clients aussi. Hein. Voilà, là vous avez effectivement l'orésine usagée. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même écologique aussi. Voilà, c'est un anti-rouille également. Effectivement, dans un petit peu de sel de bain, il faut en mettre très très peu, hein, mais ça aura un effet anti-inflammatoire et relaxant. Voilà, herbicide. Pour ceux qui font du jardinage aussi, qui ne veulent pas se casser le dos à un moment donné, avec justement, c'est un herbicide puissant hein, qu'il faut effectivement, que vous pouvez mettre directement sur ces plantes non désirables dans votre jardin. Vous voyez, anti-taupe, anti-fourmis aussi, anti-insectes, anti-araignées beaucoup aussi. Donc, ce sont les terpènes qui sont ces acides gras qui, en fait, c'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, dans les propriétés révulsives, en fait. Hein. Donc, ça provoque chez ces insectes une sorte de révulsion. Voilà, vous pouvez même entretenir vos parquets, le carrelage, surtout le bois aussi, hein, ça le ravive. Ouais. Ou comme, tout simplement comme relaxant, anti-inflammatoire dans le bain, parce que, en fait, c'est la respiration qu'il faut arrêter. Parce qu'on ne peut pas respirer un produit oxydé. Par contre, de l'utiliser comme huile de massage, ça ne pose aucun souci. Voilà. Alors, on va juste revenir sur, effectivement. Voilà. Donc, dès demain, ben, effectivement, vous pouvez donc revenir là-dessus pour pouvoir profiter de cette offre-là. Comme je vous dis, donc on fait 10% sur les appareils et au lieu d'un demi-litre d'orésine, donc de consommable, on est à même de vous offrir 1 litre, en fait, pour chaque appareil acheté. Ou alors, n'oubliez pas que vous pouvez le louer aussi, hein, parce que nous assurons aussi, tout comme Holist en France, une location mensuelle aussi, voilà, pour l'appareil en question. Voilà, on va stopper là, hein, puisque effectivement, on vous a pris quand même 1 heure de temps, en espérant que ça vous a donné effectivement quelques renseignements ou encore une fois, quelques découvertes pour ceux qui ne connaissent pas encore le bol d'Arjaquier. Et puis, on se réjouit de vous revoir certainement en octobre, où là, on va faire quelque chose d'un peu plus conséquent en termes de santé globale, hein, où on va parler effectivement de produits naturels alimentaires qui ont pour but toujours le même objectif que le bol d'Arjaquier, c'est-à-dire d'augmenter l'oxygénation cellulaire et de vous donner peut-être quelques renseignements sur comment, en parallèle du bol d'Arjaquier, on pourrait augmenter l'oxygénation, c'est-à-dire dans la mitochondrie. Et là, on a effectivement des compléments naturels tels que la berbérine, tels qu'effectivement de la metformine, etc., du coenzyme Q10, qui peuvent être associés dans votre alimentation, bien entendu. Voilà, alors on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et puis merci de votre participation. À une prochaine, au revoir.